Bonjour tout le monde. On va commencer tranquillement. Bienvenue à cette conférence de l'IBIS. Aujourd'hui, on a une conférence un peu spéciale qui ne porte pas sur la recherche ou les travaux faits en recherche, mais qui porte sur un domaine tout aussi important qui est la communication des résultats de la recherche au grand public. Et donc, pour ça, on reçoit aujourd'hui Mélissa Cadra, qui est chef de la section en sciences, santé et environnement pour le média dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle La Conversation. Et Mélissa a une formation en sciences. Elle a fait un doctorat en sciences biologiques à l'Université de Montréal en écotoxicologie. Puis ça l'a amené éventuellement à s'intéresser à la communication et ce qui l'a amené à faire le travail qu'elle fait aujourd'hui. Donc, quand on est entré en contact, Mélissa et moi, j'ai décidé de l'inviter à venir présenter ce qu'elle fait à la conversation, puis nous parler un peu de ce mode de communication-là qui permet aux scientifiques de communiquer directement avec la population en général. Et donc, c'est un mode de communication qui n'existait pas auparavant, en tout cas que je ne connaissais pas, et puis qui est super, puis auquel éventuellement plusieurs d'entre vous pourraient participer. Donc, si vous avez des questions pour Mélissa, elle m'a mentionné qu'elle pouvait répondre aux questions à mesure qu'elle présente. Ça vous va? Sinon, on va avoir du temps après pour discuter puis avoir une période de questions. Donc, merci beaucoup, Mélissa, d'être là. Puis, je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup, Christian, pour l'invitation. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Mélissa. Je suis chef de section en sciences, santé, environnement pour La Conversation Canada, qui est l'édition franco-canadienne du réseau global The Conversation. Puis, mon travail, c'est surtout de faire de l'édition d'articles de vulgarisation scientifique, mais aussi, comme vous pouvez voir, de faire rayonner notre média pour essayer de recruter des chercheurs, puisque tous nos articles sont écrits par des universitaires. Donc, c'est ça, n'hésitez vraiment pas je ne vois pas tout le monde là, sur Zoom en ce moment, mais n'hésitez vraiment pas à m'interrompre si vous avez des questions pendant que je présente, ça va rendre la chose un peu plus interactive. Donc, la formule de la conversation est très, très, très simple. C'est des articles qui sont écrits par des experts et après ça, qui vont être édités par une équipe de journalistes pour être diffusés vers le plus grand nombre de personnes possible. Donc, on ne fait pas de sensationnalisme, puis on travaille vraiment, vraiment en collaboration avec les universités et les instituts de recherche pour diffuser le savoir universitaire le plus largement possible. Donc, notre mission, c'est vraiment de partager les connaissances, de partager ce qui se fait dans vos laboratoires vers le grand public et aussi d'éclairer les décisions pour permettre une meilleure compréhension de l'actualité et des sujets qui sont un peu plus complexes pour le grand public. Donc, on veut vraiment alimenter un débat public qui va être de meilleure tenue. Et puis, la transparence est vraiment une de nos plus grandes valeurs. Donc, tous les auteurs, une fois que leur article est prêt à être publié, doivent compléter une déclaration d'intérêt qui va faire en sorte que on puisse être le plus transparent possible. Donc, toute source de financement va être déclarée là-dedans, toute affiliation, tout ce qui peut avoir c'est ça, un petit conflit ou quoi que ce soit va être énoncé avant la publication de l'article. Donc, qu'est-ce que c'est que la conversation? Bien, c'est un média en ligne, donc tout est 100% en ligne, d'information et d'analyse de l'actualité. On est indépendant et on publie des articles, c'est ça, qui sont vulgarisés pour le grand public et qui vont être écrits par des chercheurs et des universitaires. Après ça, nous, notre équipe d'édition et de journalistes vont travailler les articles pour les rendre plus accessibles, plus attrayants. Donc, on les publie dans un premier temps sur notre site Internet, mais après ça, plusieurs médias de la presse généraliste et la presse spécialisée vont reprendre intégralement les articles pour les publier de leur côté. Il y a certains des articles qui vont être traduits en anglais, pas tous, mais certains vont être traduits en anglais pour être par la suite publiés sur le site de The Conversation Canada, qui est l'édition anglo-saxonne canadienne du réseau global The Conversation. Et d'autres articles vont aussi être pris intégralement par The Conversation France.
Donc, pour vous donner une idée, on avait un article un peu plus tôt cet hiver sur les effets bénéfiques de la 3e dose de vaccination contre la COVID-19 sur la protection contre le variant Omicron, qui a été repris par The Conversation France un vendredi. Et puis, du côté de la France, il y a un média qui s'appelle Sud-Ouest qui a republié cet article-là. Puis en un week-end, on est revenu le lundi, puis l'article avait eu 1,1 million de lecteurs. Donc, c'est vraiment les articles ont une très, très grande portée grâce à ça. Donc, on est une OBNL. On est indépendant, on n'a vraiment aucun biais politique, aucun biais commercial. Tous nos partenaires sont impartiaux. Donc, la majorité de nos partenaires, ce sont les universités canadiennes. Donc, toutes les universités francophones du Canada sont partenaires avec nous, sauf une qu'on ne va pas nommer, mais on travaille fort pour les rallier avec nous. C'est un média qui est entièrement gratuit. Notre but, c'est vraiment pas de faire de l'argent. Donc, tous les articles sont disponibles gratuitement. Puis, les médias aussi peuvent republier gratuitement les articles. Donc, en plus des universités, on est soutenu aussi par certaines fondations, certains organismes gouvernementaux, l'Agence universitaire de la francophonie, le scientifique en chef du Québec, aussi Génome Canada est partenaire avec nous. Et puis c'est ça. Donc, on est vraiment impartiaux et aucun biais. Donc, pour vous donner une idée, ici, on a toutes les universités franco-canadiennes qui sont partenaires de la conversation. Et de l'autre côté, on a les universités anglo-saxonnes au Canada qui sont partenaires de The Conversation Canada. Donc, nos objectifs, c'est vraiment de renforcer la capacité des universités à créer du contenu journalistique qui va être de qualité, puis qui va aller renforcer la démocratie. Donc, pour les auteurs, donc pour vous, il n'y a pas de mauvaise citation, il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc, comme par exemple, si vous donnez une interview à un journaliste pour un média traditionnel, ça se peut qu'une fois que l'article soit publié, vous remarquiez que vous vous êtes fait mal citer. Mais ici, ça n'arrive pas avec la conversation parce que c'est vous qui écrivez votre article directement. Donc, on ne fait pas de l'éditorial, par contre, ce n'est pas du journalisme d'opinion. Tout ce que vous allez dire doit être appuyé par des faits. Vous allez vraiment apporter votre expertise, dans le fond. Le but, c'est vraiment de combattre la désinformation, combattre le phénomène de fausses nouvelles que vous avez sûrement pu voir, qui a pris une envergure incroyable avec la pandémie, avec la vaccination. Et on veut, c'est ça, permettre au grand public de comprendre l'actualité au mieux possible et de comprendre des sujets qui sont en général complexes pour eux. Donc, le réseau global The Conversation a vu le jour en 2011 en Australie. Et puis, depuis, il y a eu plusieurs autres éditions qui ont été lancées. Notamment, on a l'édition de la France qui a vu le jour en 2015, Grande-Bretagne en 2013, États-Unis en 2014. Et puis, nous, on est arrivé beaucoup plus tard. On est arrivé en 2018. On est l'édition la plus récente. Et c'est ça, donc il y en a aussi en Indonésie, en Afrique du Sud, en Espagne. Il y en a vraiment un peu partout. Pour ceux qui s'intéressent aux chiffres, donc pour vous donner une idée, depuis notre lancement en 2018, on a eu près de 30 millions de pages vues. Seulement dans la dernière année, on a eu plus de 12 millions de vues sur notre média. On a publié plus de 1000 articles et il y a plus de 1000 auteurs et académiciens qui ont écrit pour nous. Pour vous donner une idée, environ un quart de nos articles vont être traduits en anglais. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les médias de la presse généraliste peuvent reprendre intégralement les articles pour les publier de leur côté. Donc, ça fait que la majorité des lecteurs des articles de la conversation lisent les articles hors du site. Donc, environ 66% des articles sont lus hors de notre site.
En 2021, il y a 45 de nos lecteurs qui se trouvaient en France, puis c'est presque équivalent aux lecteurs canadiens. Donc, 44 des lecteurs étaient canadiens. Donc, on a vraiment une audience qui est internationale, qui est variée. Et puis, bien, on a un énorme réseau de republieurs qui permettent cette grande portée. Donc, du côté du Québec, on a notamment Le Soleil, Météo Média, le journal Métro, L'Actualité, qui republie nos articles. Du côté de la France, il y a Sud-Ouest, Le Point, Le Monde, L'Express, Science et Vie. Et puis, pour les articles qui vont être traduits en anglais et republiés du côté du Canada anglais, bien, ça va être National Post, Washington Post, Toronto Star et j'en passe. Vous avez la longue liste ici. Donc, c'est des articles qui sont publiés sous une certaine licence qui fait que les médias peuvent reprendre intégralement les articles, sauf le titre. Et puis, on a une moyenne de 1,3 million de pages vues par mois. En janvier 2022, on a dépassé un record, donc on a eu 1,9 million de lecteurs, mais en général, c'est ça, ça nous fait une moyenne d'à peu près 1,3 million de pages vues par mois. Donc, ici, je voulais vous donner une idée des articles scientifiques qui ont été les plus lus dans les derniers mois. Donc, si on combine la version en français avec la version traduite en anglais, les trois ont eu environ 500 000 vues. Donc, dans un premier temps, on a eu un article sur que signifient les rêves les plus récurrents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si je perds mes dents, si je suis pourchassée, si je tombe dans le vide? Ensuite, on a eu un article sur c'est quoi les oublis les plus associés à la maladie d'Alzheimer. Est-ce que c'est surtout les oublis de la mémoire à long terme, de la mémoire à court terme? Est-ce que ce sont les oublis liés à la connaissance générale? Est-ce que c'est des souvenirs d'enfance lointains? Donc, ça, c'était assez intéressant. Et puis, on a aussi eu un article sur un parasite mangeur de chair, donc la leishmaniose, à ne pas confondre avec la bactérie mangeuse de chair, qui a récemment été importé en Amérique du Nord parce que les gens font venir des chiens de régions plus chaudes, plus tropicales pour les adopter. Et puis, certains d'entre eux sont porteurs justement de ce parasite-là. Puis, ça fait que normalement, bien, ce parasite-là n'aurait jamais atteint nos régions, mais là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de chiens qui en sont atteints. Donc, cet article-là a eu beaucoup de portée, beaucoup d'impact. Il y a eu énormément de pubs sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qui fait qu'on mesure environ à 5 à 10 fois l'impact de plus qu'il y aurait eu s'il avait seulement été publié sur notre site Internet. Donc, le rayonnement de l'article ne va pas s'arrêter à la version web. Ce qui fait que les auteurs sont parfois amenés à commenter leur article dans les médias. Donc, dans ce cas-ci, cet article-là a fait l'objet de plusieurs reportages. Donc, TVA Nouvelles a fait un reportage sur cet article-là, CTV News également. Et l'auteur principal de l'article a été interviewé aussi aux années-lumière. Donc, ça, c'est vraiment des exemples d'articles qui ont une grande portée. Puis c'est assez intéressant pour vous aussi de pouvoir parler de vos recherches aussi largement. Donc, malheureusement, ça, c'est pas on demande aux auteurs de nous signifier lorsque quelque chose comme ça arrive, parce que pour nous, il n'y a pas vraiment de moyen, à part qu'on tombe dessus par hasard, de retracer si vous avez donné une entrevue à Radio-Canada ou quoi que ce soit. Donc, on vous demande de nous en informer. Mais par contre, on peut retracer toutes les sources de republication qui ont été associées à vos articles. Donc, chaque auteur a accès à un tableau de bord. Donc, ça, c'est un auteur nous a gentiment accepté de nous prêter son tableau de bord pour l'exercice. Donc, c'est un auteur du département d'optométrie de l'Université de Montréal qui a écrit plusieurs articles pour nous. Donc, ici, vous pouvez voir, donc chaque auteur ici a la liste de tous les articles qu'il a publiés. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Donc, autant les versions en français que les versions qui ont été traduites. Donc, tous les articles se retrouvent ici. Et puis après ça, bien, quand on clique sur un article, par exemple celui-ci, on va avoir accès à toutes les sources de republication de l'article et combien de lecteurs sont associés à chaque source. Donc, par exemple,
pour son article sur les lentilles cornéennes, ben, Le Soleil l'a repris, puis il y a 12 000 personnes qui l'ont lu sur Le Soleil. Même chose pour Sud-Ouest. En France, il y a 7 000 personnes qui l'ont lu. Ce qui fait qu'on garde la trace de quel succès a eu votre article, en fait. Et puis ici, ben, vous avez la répartition géographique de vos lecteurs. Donc, on voit que c'est surtout au Canada et en France que cet article-là a été lu. Et puis, ben, le nombre total de lecteurs pour l'article, combien de fois il a été tweeté, partagé sur Facebook et tout ça. Donc, ça vous permet d'avoir, de garder la trace de où s'est rendu votre article. Je vois qu'il y a une main levée. Oui, Oui. Je vais te poser une question, ça ne te dérange pas? Ben non, vas-y. Je me demandais si les articles, si les auteurs sont seulement des profs ou s'il y a aussi des étudiants à l'université qui participent à l'écriture de ces articles-là. C'est une très bonne question. Donc, les étudiants au doctorat peuvent écrire des articles en tant qu'auteur principal ou auteur tout seul d'un article, mais les étudiants à la maîtrise, par contre, vont être automatiquement des co-auteurs des articles. Donc, le superviseur de recherche doit être l'auteur principal et l'étudiant à la maîtrise doit être le co-auteur. Mais tout à fait, on accepte tant que la personne a une affiliation à une université et fait de la recherche à temps plein dans cette université, la personne peut écrire pour nous. Donc, ce n'est pas seulement des professeurs. Donc, c'est ça. Donc, le public n'a pas accès à votre tableau de bord, là, juste pour mettre les choses au clair. C'est vraiment chaque auteur qui a accès à son propre tableau de bord. Et bien sûr, nous aussi, on a accès à ces données-là. Ma souris fait défaut. OK. Donc, pourquoi est-ce que vous devriez écrire pour nous? Bien, tout d'abord, c'est une belle façon de présenter vos propres recherches. Aussi, bien, d'améliorer votre profil auprès des médias, du monde universitaire, de vos collaborateurs. Bien sûr, bien, montrer aussi aux bailleurs de fonds que vous êtes engagé auprès du public. Et c'est aussi une bonne pratique pour parler de votre travail à des personnes qui ne sont pas des experts. Donc, nous, on va vraiment faire un coaching éditorial. On va vous aider à vulgariser des concepts qui sont complexes. Et après ça, bien, vous allez pouvoir avoir accès aux données analytiques qui vont se retrouver dans votre tableau de bord, puis qui vont indiquer combien de fois votre article a été lu et où votre article a été lu. Donc, ça va être des données que vous allez pouvoir utiliser, bien sûr, dans vos demandes de subvention. Donc, justement, qui peut écrire pour nous? Donc, ça peut être vraiment n'importe qui travaille dans une université, qui est affilié à une université et qui fait de la recherche à temps plein. Donc, ça peut être des professeurs, des associés de recherche, des auxiliaires de recherche, des stagiaires postdoctoraux, des professeurs émérites. Et puis, c'est ça, comme je l'ai dit tantôt, les étudiants en doctorat peuvent écrire à titre d'auteurs principaux, mais pas les étudiants à la maîtrise. Et puis, il peut aussi y avoir plusieurs auteurs pour un article. On essaie de ne pas dépasser 4-5 auteurs par article, mais il n'y a pas de problème. Les gens peuvent écrire des articles à plusieurs. Et bien, même dans ce cas-ci, il faut que toutes ces personnes-là soient éligibles à écrire pour nous. Donc, le modèle de la conversation est vraiment basé sur des auteurs qui ont une expertise dans le sujet sur lequel ils vont écrire. Donc, le cas des chargés de cours aussi est un peu plus délicat. Donc, on accepte comme auteur les chargés de cours, par exemple, qui font leur doctorat en même temps. Mais les chargés de cours qui font uniquement des charges de cours, bien là, ça va être un peu plus compliqué. On pourrait accepter qu'ils soient co-auteurs, mais auteur principal, ça devient un peu plus compliqué. Donc, je pense que la chose la plus, le plus gros défi quand vient le temps d'écrire un article de vulgarisation, c'est de trouver un sujet. Donc, qu'est-ce qui va rendre votre article intéressant et attrayant pour le grand public? Donc, je vais vous donner quelques exemples de sujets intéressants dans les prochaines diapos. Donc, l'idée, c'est vraiment de raconter une petite histoire. Je dis une petite histoire parce que c'est des articles assez courts. C'est des articles qui font 800 à 1000 mots tout au plus, mais c'est des articles qui vont avoir une grande portée. Donc, avant de trouver votre angle, il faut que vous vous posiez quelques questions. Donc, quel est l'élément central de votre sujet? Pourquoi est-ce que les gens vont trouver ça intéressant?
pourquoi est-ce que je dois informer le grand public de ça? Est-ce que cet article va avoir des répercussions qui vont aller au-delà de la nouvelle actuelle? Et qu'est-ce qui est en jeu pour le lecteur? Est-ce que c'est sa santé? Est-ce que c'est son portefeuille? Est-ce que c'est sa vie? Est-ce que c'est la planète? Donc, c'est le genre de questions qu'il faut que vous vous posiez avant de trouver votre sujet. Donc, par exemple, je vais vous donner quelques idées de bons sujets. Dans un premier temps, ça peut être un sujet qui se base sur un événement d'actualité pour expliquer un concept. Donc, dans ce cas-ci, les auteurs voulaient expliquer au grand public qu'est-ce qu'une nanoparticule. Donc, ils se sont basés sur la crainte que certaines personnes avaient envers les nanoparticules de graisse qui se trouvent dans les vaccins ARN messagers contre la COVID-19. Et en partant de ça, ils voulaient rassurer la population sur les nanoparticules et leur expliquer qu'en fait, les nanoparticules font partie intégrante de notre vie. On les retrouve partout, dans la peinture qu'on utilise pour peinturer nos murs, dans nos pneus, pour enrober nos Tylenol, nos Advil. Donc, ils se sont basés, c'est ça, sur la crainte que les gens avaient envers les nanoparticules dans les vaccins pour expliquer de manière plus large qu'est-ce qu'une nanoparticule, pourquoi il ne faut pas en avoir peur et pourquoi elles sont partout. Évidemment, on a beaucoup couvert le conflit russo-ukrainien. Donc, un bon sujet, c'est aussi un sujet qui permet de comprendre un enjeu actuel. Donc, dans ce cas-ci, les auteurs parlaient du rôle central que les crypto-monnaies ont dans le conflit russo-ukrainien. Donc, d'une part, elles ont permis à l'Ukraine d'obtenir très rapidement un soutien financier qui a permis de soutenir son armée. Puis de l'autre côté, elles ont aidé la Russie à contourner les sanctions économiques qui étaient imposées contre elle. Donc, c'était un article très, très intéressant qui a été traduit en anglais également. Ça peut être aussi un sujet qui a une incidence sur la vie des gens. Donc, les gens aiment bien qu'on leur donne des conseils pour améliorer leur vie, améliorer leur santé. Donc, dans ce cas-ci, c'était un article qui expliquait aux gens que l'exercice peut avoir bien sûr des bons effets sur notre santé physique, mais il peut aussi avoir des bons effets sur notre cerveau, notamment en diminuant les fringales qu'on pourrait avoir pour des aliments transformés ou de la malbouffe. Puis l'auteur disait qu'une bonne alimentation et faire beaucoup d'exercices peut améliorer notre cognition. Donc, c'est un article qui a aussi bien marché parce que ça permettait aux gens d'avoir des conseils pour leur vie. Évidemment, on a également beaucoup couvert tout ce qui était vaccination contre la COVID-19. Donc, on a une grande série qui comportait énormément d'articles pour rassurer la population en lien avec la vaccination. Donc, c'était des articles notamment qui permettaient de détruire des mythes. Donc, dans ce cas-ci, c'est un médecin virologue qui a pris les 6 mythes les plus récurrents qui revenaient le plus souvent par rapport à la vaccination, puis qui les a déboulonnés un à un avec des preuves scientifiques. Ou enfin, ça peut être un article qui offre une perspective nouvelle sur une question qui est déjà connue. Donc, dans ce cas-ci, c'était sur l'incident de Tchernobyl. Donc, 35 ans plus tard, l'équipe de chercheurs est allée sur le terrain, mettre des caméras, essayer de voir à quoi ressemblait la biodiversité toutes ces années après l'accident. Et ils ont réalisé que la biodiversité était très, très florissante là-bas. Donc, il y avait des ours, des bisons, des loups, des lynx, des chevaux. Donc, ils parlaient de comment ça se fait que toute cette faune se retrouve là 35 ans plus tard, comment ça se fait que les rayonnements n'ont pas eu plus d'effets négatifs sur eux que ça. Et évidemment, il parlait du fait bénéfique de l'absence d'humains qui a permis à cette faune-là de prendre vie. Donc, qui lit vos articles? Donc, ce sont des gens qui sont curieux, qui sont intelligents, mais ce n'est pas des spécialistes. Donc, la raison pour laquelle The Conversation a si bien réussi, c'est que les gens aiment beaucoup lire
les pensées des universitaires, ils aiment découvrir vos idées, ils aiment avoir accès à vos connaissances, à votre expertise. Donc, les meilleurs sujets sont les sujets qui peuvent être résumés le plus succinctement possible. Et l'idée, c'est d'aller identifier l'aspect du sujet qui va le plus intéresser les lecteurs et se concentrer précisément sur cet article-là. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas tout inclure dans un article de 800 mots. Alors, c'est très, très important de cibler le point qui va le plus intéresser les lecteurs. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a d'inhabituel par rapport à ce sujet-là? On essaie aussi d'éviter d'utiliser du jargon. Si c'est impossible de ne pas utiliser du jargon, il faut vraiment l'expliquer, donner des définitions, donner des exemples. Ça, c'est souvent le commentaire qui revient le plus souvent quand j'édite des articles, c'est il faut vraiment donner des exemples. Ça aide beaucoup à rendre les choses concrètes pour le lecteur. Et aussi, on essaie de se concentrer le plus possible sur les conclusions et non sur les méthodes. Donc, ce qui va intéresser les gens, c'est qu'est-ce que vous avez trouvé et non comment vous avez trouvé. Donc, là, je vais vous parler un peu plus des aspects techniques. Donc, qu'est-ce qu'on recherche, comment vous pouvez nous proposer une idée, comment vous pouvez commencer à écrire votre article. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? Eh bien, on publie toutes sortes d'articles différents. Ce sont toujours des textes entre 800 et 1000 mots, mais ça peut être, par exemple, un aperçu de l'actualité. Donc, ça peut être une réaction à une nouvelle qui vient d'arriver, ça peut être une réflexion sur un nouvel article qui est sorti, sur des nouvelles recherches. Ça peut être votre article à vous, mais ça peut aussi être une réflexion sur une autre équipe de chercheurs qui vient de publier un article et vous avez envie de commenter là-dessus. Ou ça peut être aussi une réflexion sur des sujets ou des thèmes plus vastes. Ça peut être des textes explicatifs sur des sujets qui sont neutres et intemporels. Comme par exemple, on avait un auteur qui a écrit l'été passé un article sur comment se débarrasser de nos mouches à fruits. Puis ça a beaucoup, beaucoup marché parce qu'à ce moment-là, les gens étaient sur Google en train de trouver des solutions pour se débarrasser de leurs drosophiles et puis ils tombaient souvent sur cet article-là. Donc, il a beaucoup marché. Puis, il va être republié à chaque début d'été, justement, pour permettre aux gens d'avoir accès à ces conseils-là, qui sont, bien sûr, intemporels. Ça peut aussi être des articles questions-réponses, ça peut être des listes, des méthodes, des guides. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les gens aiment aussi avoir des conseils qui peuvent les aider à améliorer leurs conditions de vie, leur bien-être. Et puis, aussi, ça se peut que certains de vos articles vous mènent à participer à des podcasts. Donc, il y a certaines éditions de Conversation qui ont des podcasts. Nous, on n'en a pas pour le moment. C'est dans nos plans, mais on n'en a pas pour le moment. Donc, si votre article est traduit en anglais, ça se peut que vous soyez invité à participer au podcast de The Conversation Canada ou bien celui des États-Unis ou bien celui du Royaume-Uni. Donc, il y a deux types de canaux de communication qu'on utilise pour entrer en contact avec les auteurs. Donc, d'un côté, ça peut être les universitaires qui nous contactent directement lorsqu'ils ont une idée d'article. Donc, ils vont directement sur notre site Internet, ils remplissent le formulaire avec leur idée d'article que je vais vous montrer tout à l'heure. Nous, on reçoit ça, puis on envoie la commande d'article officiellement. Ou bien, ça peut être nous qui avons besoin d'un expert particulier pour parler d'un certain sujet. Donc, on va aller nous-mêmes chercher directement des auteurs potentiels. Ça peut être soit par le département des communications des universités ou directement en contactant les chercheurs. Donc, par exemple, à la fin du mois de janvier, on voulait écrire un article sur la commémoration de la tragédie à la mosquée de Québec. Donc, c'est ça, on est entré en communication avec le département des coms de l'Université Laval qui nous ont proposé quelques auteurs et c'est comme ça qu'on a trouvé l'expert qu'on cherchait. Donc, on publie vraiment des articles sur toutes sortes de sujets. Ce n'est pas seulement en sciences, ça peut être en politique, en art, en culture, énergie, économie. C'est vraiment, vraiment très, très large. Donc, lorsque vous avez une idée d'article,
on vous invite à, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire sur notre site Internet en tant qu'auteur. C'est très, très facile. Donc, en haut à droite, vous cliquez sur « Devenir auteur ». Après ça, vous remplissez le petit formulaire donc, dans le fond, tout ce qu'on veut savoir, c'est qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites à l'université, quelle est votre expertise. Et une fois que vous êtes inscrit comme auteur, vous pouvez cliquer sur « Proposer un article ». Donc, lorsque vous cliquez sur « Proposer un article », vous avez ce formulaire-là à remplir. En premier, on vous demande de résumer votre article en une phrase. Après ça, pourquoi est-ce que votre article est intéressant pour le grand public en environ 100 mots? Est-ce que vous avez d'autres points à aborder en 150 mots? Et finalement, on vous demande aussi si vous avez des sources multimédia à fournir pour illustrer le texte. Donc, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. On s'occupe d'illustrer le texte avec des banques d'images ou des images de journalistes à travers le monde. Mais c'est sûr qu'on est toujours preneur si vous avez des photos de terrain, des photos de laboratoire, des graphiques, des schémas que vous avez fait vous-même. Donc, ça permet d'ajouter une touche personnalisée à votre article si vous soumettez vous-même les images. Donc, après ça, une fois que vous soumettez ce formulaire-là, nous, on le reçoit de notre côté, on analyse votre idée d'article et on vous envoie une commande officielle d'article. Puis là, vous pouvez tout de suite commencer à rédiger directement sur la plateforme en ligne. Donc, comme vous avez vu dans le formulaire, on vous demande de résumer votre sujet d'article en une phrase. Ça peut être quand même un défi. Donc, c'est vraiment de départager sujet versus histoire. Donc, un sujet, ça peut être très, très large. On peut écrire des livres et des livres sur un sujet. Mais l'idée, c'est de trouver un angle qui va être intéressant, de trouver votre histoire et d'ajouter des détails. Donc, pourquoi est-ce que votre histoire va être intéressante pour le public? Donc, ici, je vous donne des exemples de sujet versus histoire. Donc, sujet en blanc et histoire en rouge. Donc, par exemple, nouveau développement dans la recherche sur le cancer. Mais ça, c'est très, très, très large. Et on peut écrire, c'est ça, des livres et des livres sur le sujet. Donc, on va aller spécifier, par exemple, le rôle émergent de l'ADN non codant dans la malignité. Même chose pour le rôle du méthane dans le changement climatique, beaucoup, beaucoup trop large. On va aller préciser une réduction rapide des émissions de méthane pourrait ralentir le réchauffement de la planète de 30 %. Donc, c'est ça, c'est un peu ça l'idée. Trouver votre angle, puis un angle qui va surtout être intéressant pour le grand public. Donc, avant de nous soumettre une proposition, on vous demande tout le temps d'aller faire une recherche rapide sur notre site Internet pour voir s'il n'y a pas un article qui vient tout juste d'être publié sur le sujet ou un article qui est très, 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 très similaire pour en fait éviter les doublons, éviter de se répéter. Vous pouvez aussi communiquer avec le département des communications de votre université. Ils nous connaissent très bien, ils savent très bien comment on fonctionne. Donc, ils peuvent aussi vous aider à élaborer votre proposition d'article. Et aussi, on vous demande de ne pas nous soumettre d'articles qui ont déjà été écrits pour d'autres médias ou qui ont déjà été publiés ailleurs. Donc, on veut des articles qui sont adaptés pour notre média, qui sont inédits. Donc, en résumé, avant de vous soumettre une proposition, vous devez vous poser les 2 questions suivantes. Donc, est-ce que vous êtes capable de décrire votre sujet en une phrase et pourquoi est-ce que votre sujet est intéressant ou pertinent pour des lecteurs qui sont non universitaires et non experts? Donc, nous, quand on reçoit votre proposition, c'est ces éléments-là qu'on va regarder. Donc, d'abord, on va voir si votre idée est correctement résumée en quelques lignes. Ensuite, on va regarder si c'est un sujet d'actualité. Est-ce que c'est un sujet intemporel ou bien est-ce que c'est lié à des nouvelles recherches, une commémoration, quelque chose qui vient tout juste d'arriver dans les nouvelles. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce qui va intéresser le grand public? Et ensuite, le plus important, c'est qu'on va aller regarder votre profil. Donc, assurez-vous, lorsque vous nous soumettez votre proposition, que votre profil est complet et détaillé, parce que nous, on veut vraiment essayer de voir pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes le mieux placé pour écrire sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce que vous êtes l'expert
tout désigné pour écrire cet article. Donc, dans le fond, c'est assez rapide de remplir le profil, mais c'est très, très, très important. Donc, on vous demande une courte biographie de quelques lignes et un CV, où vous avez fait vos études. En gros, quels sont les diplômes obtenus? Quelle est votre affiliation actuelle? Quel poste vous occupez actuellement dans votre université? Donc, chercheur, c'est un peu large. Donc, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes professeur? Est-ce que vous êtes étudiant doctorat? Donc, ça va être vraiment important de spécifier ces détails-là. Avant de poursuivre, est-ce qu'il y a des questions? Oh. Oui, bonjour, Mélissa. Oui, bonjour. Oui, c'est Jean Bousquet. Bonjour, Jean Bousquet. Oui, c'est intéressant à date, puis j'espère que j'essaierai d'être court pour ne pas briser le fil de vos idées. Est-ce qu'il y a un taux, c'est quoi votre taux de rejet? Vous devez en rejeter là, des propositions d'articles et sur quelle base? Nonobstant que c'est peut-être un sujet trop sombre ou un sujet trop précis, mais en termes de les false facts puis les bons faits, comment votre comité éditorial évalue ça quand il reçoit une proposition d'article qui, des fois, peut être un petit peu sur un sujet chaud et ça peut être des deux côtés, hein, d'un sujet chaud. Et donc, là, des fois, ça devient presque de l'opinion, mais enfin, je ne sais pas comment vous gérez ça et si vous en rejetez finalement beaucoup des articles. Je dois dire qu'on ne rejette pas beaucoup de propositions. On accepte presque toutes les propositions, à part si ça va à l'encontre de nos valeurs ou de notre charte éditoriale. Donc, on accepte plus de 95% des propositions. Ça peut arriver qu'on demande des précisions. Par exemple, si je vois que ce n'est pas assez bien détaillé, le sujet de l'article, je vais faire quelques communications avec l'auteur pour lui demander de préciser, d'élaborer davantage sur le sujet sur lequel il veut écrire. Mais ça peut aussi arriver qu'on reçoive l'article puis que là, on se rende compte que ce n'est pas publiable pour X raisons. Donc, si c'est, par exemple, si c'est trop d'opinions, puis on demande à l'auteur d'ajouter des sources, d'ajouter des faits, puis que l'auteur refuse ou ce genre de choses, ça peut être des articles qui ne vont pas être publiés. Mais je vous avoue que c'est très, très rare. Là, d'habitude, on travaille très, très étroitement avec les auteurs pour arriver à des articles qui sont parfaitement adaptés puis parfaitement en ligne avec notre charte éditoriale. D'accord. Alors, ma deuxième question sous-jacente, mais c'est relié, c'est est-ce que dans les articles, les sources apparaissent ou est-ce que c'est mis à part ailleurs là, avec un bouton, on clique et puis là, il y a des sources pour appuyer les faits expliqués ou les faits présentés? Ou c'est plutôt quelque chose qui reste dans l'arrière-plan de l'article? C'est-à-dire que c'est partagé avec l'équipe éditoriale, mais pas avec le public. Non, c'est tout à fait intégré dans le texte. Donc, comment on fonctionne? C'est par des hyperliens. Donc, on choisit un segment de phrase, puis après ça, on ajoute la référence avec un hyperlien. Puis quand le lecteur lit l'article, il peut juste cliquer, puis ça l'amène directement à la référence. On essaye de préconiser des articles scientifiques qui ont été publiés et révisés par les pairs. Donc, ça, c'est vraiment la source de prédilection qu'on suggère, mais ça peut être aussi des articles vers la presse, vers Radio-Canada. Si c'est une définition, ça peut être un lien vers une encyclopédie, des choses Wikipédia comme ça. Wikipédia ou d'autres. D'accord. Oui, merci. Ça fait plaisir. Donc là, je vais vous parler un peu plus... à moins qu'il y ait d'autres questions, je vais vous parler de la structure de l'article. Donc, c'est très, très différent d'un article scientifique. Donc, c'est vraiment pas introduction, méthode, résultat, discussion, conclusion. On parle plutôt de accroche, chapeau, corps, chute. Je vais vous expliquer ça un peu plus dans les détails, mais l'idée, c'est un peu de tourner à l'envers votre article scientifique, puis mettre les conclusions en haut, en premier, pour essayer d'attirer l'attention du lecteur, puis après ça, lui, il va poursuivre sa lecture si ça l'intéresse. Donc, le titre, d'habitude, c'est notre équipe à nous qui s'occupe de trouver un titre qui va être accrocheur, un peu plus sexy, entre guillemets, qui va attirer l'attention. Mais si vous avez des idées, bien sûr, on est toujours preneur.
Donc, tout de suite après le titre, on va avoir l'accroche qui est comme la présentation du sujet. Après ça, on va avoir le chapeau qui est un peu comme une bande-annonce d'un film. Et après ça, le corps de l'article et la chute. Donc, dans ce cas-ci, l'exemple que je prends, c'est un article sur le déclin des populations de saumon du Pacifique en Colombie-Britannique. Donc, les auteurs essayaient de voir si la transmission de virus des piscicultures vers les populations sauvages pourrait mener à un déclin de ces populations-là. Donc, si on décortique chaque section, on va toujours commencer par l'accroche qui va être le paragraphe qui va accrocher le lecteur. Donc, ça peut être une ou deux phrases qui va donner le propos de l'article et les faits essentiels. Donc, c'est là qu'on va mettre les informations les plus importantes parce que si le lecteur veut en savoir plus, ben, il va aller lire le reste de l'article. Donc, si on revient, par exemple, à l'article sur le saumon, dans l'accroche, les auteurs parlaient de l'importance du saumon du Pacifique dans les écosystèmes de la Colombie-Britannique et ben, l'avènement de la pisciculture dans ces zones d'habitat et le déclin des populations. Donc, c'était les trois grands thèmes qui étaient abordés dans l'accroche. Donc, on veut vraiment être direct, aller droit au but. C'est là qu'on va dire qui, quoi, comment, pourquoi et quand. Puis c'est là qu'on présente l'urgence de la situation. Donc, c'est ça. Puis après l'accroche, tout de suite après, on a le chapeau qui est une phrase ou un court paragraphe vers la fin de la première section de l'article. Et comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment comme une bande-annonce d'un film. Donc, ça fournit une vue d'ensemble de l'article, puis c'est là qu'on va parler de la pertinence. Donc, pourquoi c'est important? C'est quoi l'idée principale de l'article? Pourquoi est-ce que j'écris cet article-là maintenant? Donc, dans l'article sur le saumon, les auteurs parlaient dans le chapeau donc ils cherchent à comprendre le déclin des populations de saumon. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien avec l'augmentation de l'effort de pisciculture? Et puis, c'est là qu'ils ont émis l'hypothèse de la propagation d'agents pathogènes des piscicultures vers les populations sauvages. Donc, c'est là que vous expliquez au public pourquoi vous tenez à écrire cet article, puis aussi, est-ce que c'est lié à des nouvelles recherches, puis est-ce que ça a une incidence pour eux, donc pour chaque lecteur. Après ça, ben, on passe au corps du texte, qui est un peu comme l'essentiel de votre article. Vous allez exposer le problème, vous allez exposer les solutions, vous allez expliquer votre sujet, proposer, c'est ça, donc les principaux éléments par des preuves. Donc, c'est des liens vers des recherches, vers des reportages, vers des documents de référence. On essaie de ne pas utiliser des sources vers des articles qui n'ont pas été révisés par les pairs, juste parce qu'on a besoin de cette... mon Dieu, j'ai perdu mon mot, mais pertinence supplémentaire. Donc, ça a été révisé par les pairs, donc on peut y croire, on peut y faire confiance. Et puis après ça, on peut diviser l'article en sous-sections, puis chaque sous-section va avoir son titre. Pour ce qui est des statistiques et des données, on veut mettre des chiffres, mais pas trop. Donc, il ne faut pas trop alourdir le texte, même si les chiffres donnent quand même de la légitimité à l'article. Donc, on essaye de donner des ordres de grandeur plutôt que des chiffres abstraits. Par exemple, on peut dire, si vous parlez d'une quantité de 1000 litres, on peut dire que ça équivaut au Mont Everest ou à X piscines olympiques. Donc, on va vraiment essayer de rendre concret des données qui sont plutôt abstraites pour le lecteur. La visualisation des données, c'est toujours bon aussi. Donc, si vous avez des graphiques, des schémas, on est toujours preneur. Les lecteurs adorent ça, voir des schémas que vous avez construits vous-même. Et puis, c'est ça. Donc, on fournit, chaque lien doit être... chaque énoncé doit être prouvé par des faits. Donc, on fait des liens vers des recherches pertinentes, vers des liens DOI, vers des encyclopédies, donc un peu comme je l'ai dit tantôt. Et finalement, on a la chute de l'article qui est un peu comme la conclusion. C'est ça qui va venir
boucler la boucle. On essaye de ne pas utiliser l'expression « en conclusion » juste parce qu'on sait que c'est la conclusion. On n'a pas besoin de le dire. On peut toujours se référer à l'accroche, donc faire un lien avec ce qu'on a dit au début. C'est là aussi qu'on va faire des liens vers les retombées de la recherche, c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce que vous proposez, ouvrir le sujet vers de nouvelles problématiques, est-ce qu'il y a d'autres solutions, d'autres actions qu'on peut entreprendre. C'est un peu ça, la structure des articles qu'on recherche. Mais encore une fois, on travaille très, très, très étroitement avec vous pour s'assurer que les articles sont bien construits, bien vulgarisés, bien écrits. Donc, il n'y a pas de stress à avoir de ce côté-là. Donc, je vous ai donné beaucoup d'informations aujourd'hui. Si je peux résumer en quelques phrases, donc, n'oubliez vraiment pas que vous écrivez pour un public qui est général. On opte pour un style d'écriture qui va être familier, qui va être naturel. On fait des phrases qui sont courtes, directes. On évite du jargon, mais si on utilise du jargon, il faut absolument le définir, l'expliquer. On essaie de ne pas utiliser trop d'acronymes non plus, à part si c'est des acronymes connus comme l'UNESCO, par exemple. On essaie d'éviter d'utiliser des constructions passives. On essaie d'écrire à la voix active. Donc, la différence, c'est qu'à la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Donc, ça, c'est plus agréable à lire pour le lecteur. On se concentre sur les détails qui comptent, on élague tout le reste parce que c'est des textes qui sont courts et on va directement droit au but. Et on essaye d'expliquer simplement les informations les plus complexes. Donc, souvent, on suggère aussi aux auteurs, lorsque leur premier jet d'article est prêt, de le faire lire par quelqu'un de leur entourage qui est hors de leur domaine, donc qui n'est pas un expert, pour essayer de voir est-ce que cette personne-là comprend tout, est-ce qu'il y a des points qui pourraient être vulgarisés davantage. Donc, ce n'est pas du tout obligatoire, mais ça peut être un bon exercice de faire lire votre article par une tierce personne avant de nous le soumettre. Donc là, j'en profite juste très brièvement pour vous parler d'une série spéciale qu'on prépare sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, on veut essayer de faire découvrir le fleuve Saint-Laurent au grand public, donc cette richesse très, très importante. Donc, quand je parle de fleuve Saint-Laurent, ça va vraiment des grands lacs à l'océan, donc c'est très, très large. Et puis, on s'est un peu basé sur un modèle d'article que The Conversation Australie a publié il y a quelque temps sur les plus belles plages, top 6 des plus belles plages, mais d'un point de vue scientifique. Donc, au départ, on pensait faire des articles qui sont basés sur des listes, donc les 6 animaux marins les plus emblématiques, les 6 végétaux les plus typiques, tout ça. Mais finalement, on a reçu beaucoup d'idées d'articles et on s'est rendu compte qu'on n'allait pas se limiter exclusivement à des listes. Vous pouvez soumettre des listes aussi, mais ça peut être vraiment des articles sous toutes sortes de formes. Et on veut couvrir le plus grand nombre de sujets possible. Donc, ça va vraiment de l'histoire à la biologie, à l'hydrologie, à la géologie, tourisme, gastronomie. Donc, tous les sujets, toutes les suggestions sont vraiment les bienvenus pour cette grande série sur le fleuve. Donc, je pense que ça va être des articles très, très chouettes qui vont avoir une grande portée. Et on aimerait commencer à les publier vers la mi-mai, mais ça va continuer tout l'été. Donc, si vous avez des idées d'articles, n'hésitez surtout pas à me les faire parvenir. Donc là, je vous invite, c'est ça, à aller tout d'abord vous inscrire comme auteur sur notre site Internet. Donc, une fois que vous arrivez sur notre site Internet, vous devez vous assurer que vous avez choisi la bonne édition, donc Canada français ici. Vous avez toute la liste des éditions à travers le monde, mais si vous voulez que votre idée d'article nous parvienne à nous directement, il faut bien choisir Canada français ici. Et après ça, vous cliquez sur « Devenir auteur ». Et puis après ça, vous remplissez votre profil. Ça va prendre quelques minutes et c'est ce qui va vous permettre de nous soumettre des propositions d'articles. Donc, une fois que je vous envoie, que je reçois votre proposition d'article et que je vous envoie une commande officielle, ça ouvre un brouillon sur notre plateforme en ligne et c'est là que vous allez pouvoir commencer la rédaction. Donc, c'est une plateforme qui est collaborative.
Tout se fait sur notre plateforme, donc toutes les modifications sont sauvegardées, on ne perd rien. Puis ça nous permet aussi de travailler ensemble dans la même version. Donc, une fois que votre article est prêt pour édition, vous me faites signe. Après ça, je procède à une édition. Après ça, je vous le renvoie, puis on fait quelques va-et-vient comme ça jusqu'à ce que l'article soit prêt à être publié. Donc, c'est ce qui fait le tour pour moi. Je vous invite bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre infolette. On envoie 2 infolettes par semaine avec des résumés des articles qui ont été publiés dans la dernière semaine. Et je vous laisse également mes coordonnées. Ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler également. On peut discuter. Si vous avez une idée d'article et vous n'êtes pas certain de comment cerner le sujet ou tout ça, vous m'écrivez puis on peut se planifier une rencontre Zoom ou un appel téléphonique. Donc voilà, merci beaucoup. Puis je reste bien entendu disponible pour toute question. Super, merci. Merci beaucoup pour la présentation. C'est vraiment une belle formule. Est-ce que vous avez des questions?